motivés à prendre part à ce dernier match de demi-finale qui opposeront pour la première heure l'UFR Agro qui est à ma gauche et l'UFR Track qui est à ma droite. La deuxième rencontre opposera l'UFR SJP et l'UFR CES. Tout d'abord, en ce qui concerne le premier match, le sujet porte sur la grève de la faim est une liberté d'expression. Pour ce faire, l'équipe de l'UFR défendra la négative et l'équipe de l'UFR Agro défendra la positive. Ainsi, nous demandons à l'assistant de ne pas applaudir lorsque le joueur est en train de parler. En le faisant, vous allez d'abord lui déconcentrer et ensuite vous lui gâcher du temps. Donc, pour applaudir, nous vous demandons de laisser d'abord le joueur terminer sa prestation. Ensuite, les applaudissements pourront s'ensuivre. Donc, soyez prêts, le match va aller. Je vous remercie. Monsieur et Madame, bonsoir. Bonsoir, chers co-observateurs. Bonsoir, ministre assemblée. Mon nom est Aïcha Touré, je suis en DUT2 en agroécologie à l'interdiction d'agronomie, d'aquaculture et de technologie agroalimentaire. La grève de la faim était une liberté d'expression. Avant tout, c'est quoi la liberté d'expression? C'est quoi la grève de la faim? La liberté d'expression est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite et d'exprimer, de penser comme elle le souhaite et d'exprimer ses opinions par tout moyen qu'elle juge opportun, sans porter préjudice à autrui. La grève de la faim aux jeunes protestataires est une forme de protestation non violente qui a été utilisée par beaucoup de personnalités qui ont marqué leur époque, à savoir Nelson Mandela, Bobby Sands, Louis Lecoq, pour m'en citer que cela. C'est une méthode. La grève de la faim est une méthode de pression parfaitement légitime d'ordre politique qui vise à réveiller les sensibilités endormies de l'opinion publique afin d'avoir gain de cause. Avec moi, c'est pas facile de se mettre là. La grève de la faim est une stratégie. C'est une stratégie d'interpellation de l'opinion et du pouvoir politique qui vise à dénoncer des injustices, qui vise à revendiquer des droits lésés. Toute forme de communication verbale utilisée est inopérante. On cherche à infliger la situation afin de trouver une solution en
au niveau de l'opinion publique et une rectification ou modification des décisions politiques. Messieurs et madame les membres du jury, il est inéluctable de souligner que le gréviste de la faim a droit à 1,5 à 2 litres d'eau par jour et 1,5 grammes de sel par jour. Et si on se réfère sur les sciences médicales, le corps humain Auguste Assistance, chers membres du jury, bonsoir. Chers co-débatteurs, bonsoir. Je m'appelle Mariam Kane, étudiante en licence 2 de mesure du patrimoine à l'IFRAC. La grève de la faim est-elle une liberté d'expression? Non. Pourquoi? L'humanité jouit de nos jours de nombreuses libertés qui ont été, depuis la fin du XVIIIe siècle, codifiées et rassemblées en une charte que l'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans cette charte, on peut trouver plusieurs libertés, par exemple la liberté de circulation, la liberté d'association ou encore la liberté d'expression. La liberté d'expression veut dire que tout un chacun a non seulement le droit d'être d'accord ou pas sur un sujet donné, mais que tout le monde a le droit également d'exprimer son désaccord ou son accord par rapport à un sujet donné, en utilisant bien entendu les voies de communication qui sont reconnues et acceptées. Sauf que dans aucun texte conventionnel, ni dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ni dans les textes des démocraties les plus avancées dans le monde, par exemple celle des États-Unis, où on sait par exemple que la liberté d'expression est poussée à son paroxysme, aucun texte conventionnel n'intègre le fait que la grève de la faim est une liberté d'expression. Pourtant, toutes les autres formes d'expression relatives à la liberté d'expression, par exemple le droit de marche ou encore le droit de sitting ou le droit de publication, etc., sont ratifiées et codifiées. Donc, pourquoi la grève de la faim n'y est pas? Il y a ici un problème. Lorsque, par exemple, les gens font des marches à travers le monde, l'État, tant qu'il ne déborde pas, l'État ne peut pas intervenir, il se charge de les encadrer. Quand les gens font des sittings ou encore se permettent de publier des pamphlets incendiaires, l'État ne les inquiète pas. Or, lorsque vous faites une grève de la faim, l'État a le droit, s'il le veut, de vous interrompre à n'importe quel moment. Vous voulez savoir pourquoi? C'est au nom d'un principe très important dont je laisse le soin à mes camarades Elhadj et Ousmane de vous parler. Quant à moi, je viens de vous livrer des éléments qui vous permettent de comprendre pourquoi nous disons aujourd'hui que la grève de la faim n'est pas une liberté d'expression. Je m'appelle Pamou Ndaou, je suis en DUT2 en agriculture à l'UFR. La grève de la faim était une liberté d'expression. Voilà le sujet qui nous est aujourd'hui demandé de traiter. Mon co-débatteur a effectivement essayé de démontrer que la grève de la faim ne faisait pas partie de la liberté d'expression. Il a appelé certains textes juridiques d'ordre universel, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais revenons à ces textes qui ont été promulgués qui ont été promulgués en 1940. La Déclaration universelle des droits de l'homme stipule dans son article 19, je cite, tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété par ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations, les idées, par quelque mode d'expression que ça soit. Il est ici clairement défini que le mode d'expression n'a pas été adopté. Les législateurs ont laissé à la personne protestante de choisir la méthode qu'elle juge. Ainsi, si d'aucuns choisissent la marche, d'autres choisissent la grève de la faim, je dirais qu'il en est de même. Parce que la marche est une liberté d'expression, on véhicule ses idées.
on montre par une image ce que l'on ressent. La grève de la faim, elle aussi, comment elle montre son corps, en l'exhibiant, en essayant de convaincre la masse, la population, de nous rejoindre dans notre combat. Quel est ce combat? En faisant une grève de la faim, je livre mon corps. Et là, je dis à la société, vous qui me regardez, si je fais tort à mon corps, c'est à cause de vous. Parce que vous avez le droit d'intervenir. L'État, c'est nous ensemble. Ce n'est pas une ensemble de personnes bien déterminées. Ce n'est pas à eux qui doivent déterminer ce que je dois faire. Non, j'ai une liberté et je l'exprime. Comment je peux l'exprimer? Je choisis. Dès que l'on m'impose de choisir une méthode plutôt qu'une autre, alors on bafoue mes libertés. Et me dire de choisir la marche, de choisir la grève, de choisir d'autres formes au détriment de la grève de la faim. Donc, ils sont en train d'annuler la liberté d'expression qu'ils m'ont donnée. Et grâce à et au principe que je suis en train de défendre, j'ai le droit et j'ai le devoir de dire non. La grève de la faim, d'après les textes, est bel et bien une liberté d'expression. Je me présente, Elhadji Malick Ndiaye, étudiant en sciences de communication. Mes chers co-débatteurs ont parlé de législation par rapport au droit de la grève et par rapport à la grève de la faim. Mais quoi que l'on puisse dire, si l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ou encore les articles 10 et 11 de la Révolution française de 1789 ont parlé de liberté d'expression, mais n'ont pas cité nommément le droit de la grève, c'est que ce droit n'a pas été reconnu. Si l'Organisation internationale du travail n'a pas nommément parlé du droit de la grève de la faim, c'est parce que ce droit n'existe pas. Si la Constitution du Sénégal, dans son article 8, qui reconnaît toutes les formes de droit, et dans son article 25, qui parle du droit de la grève, n'a pas parlé de la grève de la faim, c'est que ce droit n'est pas légal, c'est que ce droit n'est pas légitime. Auguste assistant, cher membre du juge, la co-débattrice a parlé d'exemples tels que Bobby Sands ou encore Le Point. Mais par rapport à Nelson Mandela, j'ai quand même suivi sa vie. Je n'ai jamais vu le droit de la grève de la faim. Par rapport à l'exemple Bobby Sands, je vais en venir en tout cas au détail. Bobby Sands était un militaire. En 1985, l'armée républicaine de l'Irlande, par rapport aux prisonniers de guerre, a été prise dans les prisons anglaises. Et 10 soldats parmi ces prisonniers de guerre ont décidé d'aller vers une grève de la faim. Mais ces prisonniers avaient bel et bien les médias pour s'exprimer. Ces prisonniers avaient d'autres médiums pour pouvoir montrer en tout cas leur désinvolture ou le mécontentement qu'ils avaient par rapport à cette période. Mais ils ont décidé d'abord de jeter des excréments sur les murs de leur prison. Cela a échoué. Ensuite, ils ont procédé à une grève de la faim pour ameuter l'opinion publique. Sous cet apport, je ne parle pas de la grève de la faim en tant que liberté d'expression, mais je parle de la grève de la faim en tant que mode de pression que les gens utilisent pour ameuter l'opinion publique et pour faire la pression sur le gouvernement. À cette époque, il y avait Margaret Thatcher dans le gouvernement anglais. Elle a catégoriquement refusé de céder à cela. Après 66 jours de grève de la faim, Bobby Sands est mort. Et elle n'a pas eu guère de cause. Alors que la liberté d'expression a pour objectif de revendiquer quelque chose et ensuite d'avoir gain de cause par rapport à ces revendications. Si, dans beaucoup d'exemples de grève de la faim, Gandhi, en 1924, en automne 1924, a fait une grève de la faim quand il y avait des dissensions entre les hindous et les musulmans. Quoi que l'on puisse dire que Gandhi est un grand homme, il n'a pas eu gain de cause. Parce qu'il y a une scission de l'Inde, parce qu'il y a eu des conflits dans ce pays. Donc la grève de la faim n'est pas une liberté d'expression, en tout cas opportun pour régler les crises. Il y a les médias, il y a aujourd'hui l'Internet, il y a d'autres médiums qui nous permettent les manifestations de dire si on est mécontent ou pas. Mais la grève de la faim, quand on met fin à sa vie, je ne vois pas comment on verra les causes de sa revendication.
chers membres du jury, honorables assistants, le co-débatteur a souligné la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que celle des droits de l'homme. Il a essayé de démontrer que la grève de la faim n'était pas une liberté d'expression. Pourtant, dans cette déclaration, telle que formulée, on ne précise nullement qu'on a droit de faire la marche ou de faire une grève. Cette définition-là, c'est telle que promulguée par la loi était le cadre général. Ils ont laissé le choix à celui qui veut protester de choisir la méthode qu'il veut. Je cite. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de forme que si celle-ci assure aux membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Or, les bornes n'ont pas été déterminées par la loi. Dans quel texte on a interdit que la grève de la faim était pas normale? Dans quel texte on a dit que la marche était normale? Non, elle n'existe pas. Parce que les législateurs étant sages et sûrs de ce qu'ils écrivent, ils ont pris le temps de bien analyser. Ils ont compris que chaque protestataire devait utiliser la méthode qu'elle juge la mieux appropriée. Prenons l'exemple des prisonniers qui sont en prison. Comment peuvent-ils faire pour montrer leur liberté d'expression? Non. À part la grève de la faim, ils ne peuvent pas faire de la marche. Ils ne peuvent pas faire autre chose à part cette grève de la faim-là. Et cette grève de la faim a une ordre. Elle a un summum. Et ce summum-là, elle est symbolique. C'est une image que l'on véhicule. Et à travers cette image-là, on essaie de faire pression sur le gouvernement. On n'essaie pas de chanter. Non, ce n'est pas du chantage. C'est une liberté d'expression de manière indirecte qui passe par le peuple. Et si le gouvernement est du peuple, par le peuple et pour le peuple, alors si je revendique quelque chose et que ce peuple-là l'adopte, alors le gouvernement doit l'adopter. Et il n'a nullement le droit de me dire que la grève de la faim n'est pas une liberté d'expression. Ils ne l'ont pas dit dans aucun texte, ils ne l'ont jamais dit. Donc, si on fait une déduction, on dira, quel que soit alpha, la liberté d'expression et la grève de la faim fait partie de la liberté d'expression. Merci. Bonsoir. Pour la salle, vous avez le droit d'applaudir, mais pas le droit de bavarder. Ok? Bonsoir. Bon, je vais très rapidement rebondir sur quelques-uns des points que mon co-débatteur vient de développer tout à l'heure. Parce qu'il disait dernièrement que le chantage n'est pas la finalité de la grève de la faim. Alors que, paradoxalement, c'est sa feuilletière vient de défendre tout de suite que si tous les moyens de communication se révèlent inopérants, donc on fait recours à la grève de la faim pour obtenir gain de cause. Cette situation, qu'est-ce que cela traduit? Ce n'est rien d'autre que du chantage. Encore sur la question de la liberté. Mes amis aussi ont pris une définition qui est très arbitraire, qui peut-être répondrait et serait favorable à leur position de défendre que la grève de la faim est une liberté d'expression. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas ratifié clairement pour dire que la grève de la faim est une liberté d'expression ou qu'on ne l'a pas fait qui fait que la grève de la faim soit une liberté d'expression. Allez en Inde, le code pénal indien stipule que toute tentative de suicide est un crime. Et qu'est-ce que c'est que la grève de la faim? C'est une tentative de suicide déguisée. Parce que ça tend à la mort. Si on est en grève de la faim, on ne mange pas, on ne boit pas. Et si ça dure, on meurt. C'est le cas de Bobby Jones. Donc cela veut dire que la grève de la faim va être rangée dans la catégorie des crimes, de ce qui peut être considéré comme crime. Ici, on est en train de parler de rationalité. Et toute liberté implique, mon ami, ce qu'on appelle une conscience. Parce qu'on doit réfléchir d'abord sur les paramètres, sur les paradigmes de cette liberté-là, sur sa faisabilité, sur sa transposabilité dans la réalité, avant de la décrire comme étant liberté, etc., etc. Donc il y a toute une démarche rationnelle qu'on suit pour dire que ça c'est une liberté, ça ce n'est pas une liberté.
C'est exactement comme vous le dites, c'est parce que nos législateurs sont sages, ils n'ont pas jusque-là fait de cette grève de la faim-là, ils n'ont pas conféré à la grève de la faim en tout cas un statut légal. La grève de la faim, pourquoi les États interviennent quand il y a la grève de la faim? Ce n'est pas parce que c'est quelque chose de légitime, mais c'est parce que c'est pour deux raisons. L'une est juridique, c'est-à-dire que l'État, dans toutes les constitutions, vous allez voir que l'État considère la personne humaine comme étant sacrée et qu'il a l'obligation de la respecter autant pour moi et de la défendre en n'importe quelle situation. Donc, si les gens sont en situation de grève de faim et que l'État savent que ces gens-là sont en crime contre eux-mêmes parce qu'ils vont se tuer et que l'État ne doit pas les laisser se tuer, donc il vient intervenir. L'autre raison, c'est une raison politique. On est en démocratie. L'État ne peut pas empêcher les gens à faire des manifestations, non. L'État va encadrer, d'accord, mais ça ne veut aucunement dire que la grève de la faim est une liberté d'expression. Merci pour votre attention. Je vais rebondir sur ce que le co-débatteur vient de souligner, que l'État n'empêche pas aux citoyens de faire des manifestations. Mais vous savez bel et bien que ici au Sénégal, si on prend l'exemple du Sénégal, il est très difficile de faire une manifestation avec tous les moyens qu'elle demande, à savoir écrire des lettres. Or, c'est une manifestation, une marche, ça fait partie des libertés d'expression. Et que l'État doit permettre à tout un chacun de s'exprimer librement, si on se réfère à la définition de la liberté d'expression. Il a tantôt souligné que la grève de la faim est un suicide. Mais sans vouloir, chers co-débatteurs, sans vouloir caractériser la grève de la faim comme un suicide, référons-nous sur la définition de deux termes qui considère la grève de la faim comme un suicide altruiste, comme un suicide altruiste ou un sacrifice. Juste pour vous dire, chers camarades, que la grève de la faim, c'est vrai que c'est un suicide, mais si on est dans un monde, chers camarades, on est dans un monde vorace, où les mangeurs de peuple mangent l'immangeable. Et dans ce monde-là, il est inéluctable de penser que la grève de la faim est une inquiétude autant pour moi d'autres éthiques. D'autres éthiques, pourquoi? Si on se réfère au roman de Rodillard, intitulé Réflexions chrétiennes sur le suicide, publié en 1933 à la page 100, en 1983 à la page 163. Dans ce roman, Rodillard dit que si on permet à une nation qui s'estime injustement traitée, comment on peut interdire à des humains, poursuivant au même but de se sacrifier à cette fin leur vie. Est-ce que du point de vue de la morale, on peut se permettre de tuer pour obtenir la justice, ou de se livrer à la mort pour que justice soit faite? Fin de citation. C'est une question que je vous pose, chers camarades. Si on accepte de se livrer à la mort pour une cause bien déterminée, pour sauver la population, de se donner à la mort, pour défendre l'opinion des populations, n'est-ce pas au moment où les gens préfèrent des manifestations qui provoquent des réflexions qui vont engendrer encore des morts.
Claudia, revue chrétienne, à la page 169, il dit, devrait-on se permettre de donner la mort pour une injustice ou de se donner la mort pour une injustice? Là se trouve une préoccupation d'ordre éthique. Si on préfère de se donner la mort, sacrifier sa personne à l'autel de la collectivité, je pense que dans le fond c'est bien. Mais on peut se sacrifier. On peut bel et bien poser des actes, mais pas se donner la mort. Parce que quand on se donne la mort, on n'arrive pas à avoir les résultats des revendications qu'on faisait. C'est simple. Dans toutes les constitutions du monde, l'État garantit la sacralité de la personne humaine et doit la défendre. Mais d'ailleurs, on dit aussi que le principe d'ordre public doit être respecté. C'est-à-dire que les gens qui font la grève de la faim, en quelque sorte, perturbent l'ordre public. Quand on fait la grève de la faim, par exemple, Bobby Sands, quand il a fait la grève de la faim et qu'il est mort, 100 000 personnes ont déflairé des rues d'Angleterre et ont causé des dégâts énormes. Alors moi je pense que dans la société où nous sommes, la grève de la faim, on l'a vu dans les années 80, dès 1955 à 1905 avec les suffragettes en Angleterre. Mais dans la société où nous sommes, disons-nous la vérité, on a l'Internet, on a les médias, on a d'autres formes de manifestation. Est-ce que ça en vaut la peine de faire la grève de la faim? Non. En 2004, les ex-agents de la SOTRAC ont fait la grève de la faim pendant au moins 15 jours. Mais les gens disaient que quand se grève, ils prenaient des bananes et d'autres aliments pour ne pas mourir. Alors, si on se pose des questions sur même le caractère, sur la crédibilité des gens qui font la grève de la faim, est-ce qu'on peut accepter que ça soit une liberté d'expression? Autre chose, quand on fait la liberté de la faim, on se résigne. On dit qu'on est mort, alors que la liberté entraîne une notion même de volontariat. C'est l'immanence et la transcendance de la volonté de vivre et d'exprimer sa volonté par rapport à une chose. Quand on fait la grève de la faim, on ne peut rien faire. On se couche. On prend un peu d'eau et un peu d'aliments, c'est tout. Moi, je pense qu'on peut s'exprimer, on peut avoir des moyens de faire entendre au gouvernement, à l'État, à l'opinion publique, par les moyens de lobbying, par les moyens de médias, qu'on a quelque chose qui nous fait mal, au lieu de faire la grève de la faim, de ce qui est à faire. Quel sera le résultat? Je vous ai donné l'exemple de Bobby Sands. Il a fait 66 jours de grève de la faim en 1985. Il est mort. Margaret Thatcher n'a pas reculé. Il s'en est suivi des négociations, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Alors que quand on fait la liberté d'expression, quand il y a la liberté d'expression, c'est qu'on revendique quelque chose et qu'on peut avoir un résultat. C'est ça l'objectif. Engelhardt et Manon Bouchon, des Indiens, dans le livre La grève de la faim était une liberté d'expression, nous ont donné un exemple. Un pro-Gandhi de 74 ans, Anna Hazare, qui faisait des grèves de la faim répétitives en Inde l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'il y ait des lois anticorruption dans ce pays. Il a fait une grève de la faim. Les gens ont convoqué cette loi. Il a encore menacé d'en faire. Mais ce qu'on constate, c'est qu'à la fin, les hommes politiques ont dit que cette personne-là applique un chantage à nous. Donc la grève de la faim peut être un mode de pression et non une liberté d'expression. Un chantage par rapport à l'opinion publique. Je vous remercie. Assalamualaikum. Aujourd'hui, la question que je vous ai posée, c'est de dire si la grève de la faim est une liberté d'expression ou non. Tout à l'heure, ma camarade a bien dit que c'était un suicide. C'était un suicide. Mais un suicide altruiste. Ce n'est pas hypocrite. Ce suicide, il est fait pour le peuple. C'est pour se battre, c'est pour le peuple que le gréviste décide de se priver de nourriture. Quand nos collaborateurs nous disent que
La grève de la faim, c'est se priver d'eau et de nourriture. Bon là, il y a une rectification à apporter. On ne se prive pas d'eau et de nourriture. Simplement. On boit de l'eau à 1,5 litres par jour. Et du sel, bien se mélanger à l'eau, ce qui permet de réduire les pertes en eau. Mais à part ça, se priver de la nourriture, en se privant de nourriture, on peut rester 40 jours minimum sans mourir. La grève de la faim est aussi symbolique. Car les grévistes, lorsqu'ils présentent leur visage émancillé, c'est la faim dans le monde qu'ils sont en train de montrer. Ils sont en train de montrer la soif de justice. Ils sont en train de montrer la nature régressive d'une société dans laquelle ce sont les classes dirigeantes qui s'approprient toutes les richesses, alors que ceux qui sont les plus démunis ne reçoivent que des miettes. La grève de la faim. Tout de suite, vous avez évoqué des articles voulant nous faire croire que c'est parce qu'elle n'est pas inscrite dans la loi qu'elle n'est pas une liberté d'expression. Mais non. La liberté d'expression a été définie. Ses limites aussi. Et la grève de la faim ne transgresse aucune de ces limites. Alors pourquoi venir ici et essayer de nous convaincre, essayer de convaincre ce territoire que la grève de la faim n'est pas une liberté d'expression, alors que vos arguments ne sont fondés, ne sont réellement pas fondés. Notre ami a ressorti des exemples que vous soulevez tout à l'heure. L'un, c'est par rapport au suicide altruiste dont vous parlez. Et pour ce que je vais vous dire à ce niveau, c'est qu'il a évoqué d'ailleurs le petit Émile Durkheim. Vous le connaissez autant que moi, surtout ceux qui font sociologie ici. Vous savez que c'est un chrétien, d'ailleurs même certains disent que c'est un gnostique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas. La raison d'ailleurs qui nous pousserait nous à dire que son raisonnement n'est pas logique, c'est qu'il dit suicide, après il parle d'altruisme. C'est pour épater en fait et émouvoir les gens. Parce que quand il y a suicide, il y a suicide. Et c'est un péché. Dans toutes les traditions religieuses que vous pouvez aller vérifier, il n'y a aucune religion qui permet à un individu de prendre ou de donner vie. C'est quelque chose qui n'appartient qu'au Seigneur. Donc c'est une interprétation d'une citation qui n'est pas adaptée par rapport à ce contexte. Quand il y a suicide, il y a mort, et que mort, c'est quelque chose qui n'est pas du ressort de l'homme de provoquer. Ensuite, il a parlé de besoins de l'homme, mais il n'oublie pas que c'est là où même on peut les enfermer. Pourquoi? Parce que quand il parle des besoins de l'homme, si nous prenons la pyramide de Maslow, ceux qui font sociologie aussi le connaissent, et ceux qui font communication, certainement. Maslow, il dégage des besoins de l'homme. En passant par des besoins physiologiques, l'homme a besoin de boire, de manger, de dormir, des besoins d'estime, des besoins d'appartenance, de sécurité, de réalisation de soi. Mais intéressons-nous maintenant à ce besoin physiologique, c'est-à-dire manger, boire et dormir. L'homme a besoin de faire ça chaque jour. Imaginez que l'homme maintenant se lève pour dire qu'il ne va pas manger, qu'il ne va pas boire pour une cause. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire un crime contre lui-même. Parce qu'il empêche à ses organes, à son organisme de fonctionner normalement comme il le faut. Donc du point de vue moral même, cette idée de vouloir faire de la grève de la faim une liberté d'expression n'est pas fondée. C'est une idée saugrue. Et aussi, si nous savons que le côté émotionnel des gens, on va renforcer notre argument qui consistait à dire que la grève de la faim est un moyen de chantage. C'est un moyen de pression qui vise
la compassion chez les populations et la conversion chez l'État. Donc il y a toujours un intérêt qui est caché derrière l'action de grève de la faim. Alors que la liberté d'expression, c'est quelque chose qui est opérationnel. C'est-à-dire qu'il y a des droits qui sont ratifiés et que si l'individu se met à les appliquer, il n'aura point de contraintes. S'il y a des contraintes, c'est toute la société civile qui se lève pour dire que c'est une injustice. Mais avec la grève de la faim, l'État peut tout bonnement ignorer, faire ce qu'il veut, mais seulement il ne le fait pas parce qu'il a l'obligation d'aider les gens qui sont en situation de suicide. Donc, du point de vue juridique, la grève de la faim n'est pas une liberté d'expression. Du point de vue moral, nous voyons que nos réalités spatio-temporelles, socio-culturelles ne nous permettent même pas de parler de grève de la faim. Et à la maison, nous Africains, quand tu refuses de manger, à un moment, tu subis des punitions. Donc, la grève de la faim n'est pas une liberté d'expression. La grève de la faim n'est pas une liberté d'expression. Nos co-débatteurs essaient de nous justifier cela. Alors qu'aucun texte, tous les arguments qu'ils ont donnés de nature juridique ou politique ne montrent en rien que la grève de la faim n'est pas une liberté d'expression. Reprenons d'abord les paroles de notre co-débattrice. Notre co-débattrice a évoqué Gandhi. Qui est Gandhi? Gandhi, c'est un individu. Il a lutté pour la cause de sa population. Il les a défendus dans les moments difficiles. Il a prôné la théorie de la non-violence. Comment il les a prônés? Dans un livre appelé la Sati Agraha. Sati, qui signifie vérité. Vérité qui implique l'honnêteté, qui implique l'égalité, qui implique l'équité. Et Agraha qui signifie étreindre. C'est-à-dire qu'il a essayé de regrouper l'ensemble des vérités. Et il a écrit dans son livre que, en appliquant la Sati Agraha, j'ai découvert dans les dernières manifestations que la poursuite de la vérité n'admettait pas que les violences soient imposées à son opposant. Les violences ne soient imposées à son opposant. Mais qu'il doit être sevré par l'erreur, par la patience et la sympathie. Ah oui, il insiste sur la sympathie. L'homme qui nous violente, on doit être sympa avec lui pour lui prouver que nous sommes derrière une cause noire et que ces malversations ne peuvent bousculer le potentiel, la force de l'esprit. Non, non. Les armes ne peuvent pas bousculer la force de l'esprit. On a une conviction là et tant qu'on l'a, personne ne peut l'enlever. La conviction des grévistes de la faim, c'est qu'ils doivent utiliser le corps, ils doivent montrer au peuple, au monde, que à travers la grève de la faim, ils sont capables de s'exprimer mieux que ce qui marche, de s'exprimer mieux que ce qu'ils font à la guerre. Ah oui, ils ont réussi à le faire. Et il faut pour ce faire, ce qui apparaît comme vrai pour l'un doit forcément apparaître faux pour l'oppresseur. En bref, la doctrine signifie la revendication de la vérité par une infliction de la souffrance sur l'adversaire, mais pas par une infliction de la souffrance sur l'adversaire, mais sur soi. Et tous ces dires se regroupent autour de trois choses, et je vais parler un autre ce soir. Il dit la satya, ce qui signifie la vérité, impliquant l'ouverture. La sima, qui signifie qui refuse de blesser l'autre. Et la tapasya, qui signifie la volonté pour le développement. Oui, il a réussi à catalyser ces trois philosophies à nous seuls. Et il a utilisé la grève de la faim pour défendre son peuple. Et il les a sortis de ce pétrin. Alors, aujourd'hui, nos co-débatteurs essaient de dire que Gandhi n'a pas réussi. Mais non, c'est faux. Gandhi a réussi. Non, c'est faux, Gandhi a réussi. Seulement, il a été tué.
l'intention de ne pas lui répondre parce que je pense qu'on est dans une assemblée qui respecte quand même les gens. La liberté d'expression, comme on le dit. Mais laissez-moi revenir sur la vie de Gandhi. La vie de Gandhi a été marquée en continuité par des actes non violents. Il a parlé de Satyagraha, mais il y a l'ahimsa, la non-violence. Et l'ahimsa résume toute l'œuvre de Gandhi. Gandhi, à travers l'ahimsa, disait, comme vous l'avez dit, qu'il ne fallait pas faire violence à l'autre, mais à soi-même. Mais laissez-moi vous dire, malgré que Gandhi ait été un grand homme, il avait tort en pensant cela. Parce que Gandhi, quand il dit, je vais faire une grève de la faim avec moi-même, au moment où il faisait cela, il a quand même eu à stopper une grève de la faim alors qu'il n'a pas eu gain de cause. Je vous rappelle la grève de la faim de l'automne de 1924 de Gandhi. Il faut savoir que le contexte spatio-temporel où était Gandhi et ce contexte où nous sommes n'est pas le même. En 1924, les médias étaient britanniques en Inde. Et quand Gandhi faisait une grève de la faim, ces médias ne relayaient pas cette grève de la faim. En 1924, la marche du sel que Gandhi a fait. En 1924, le massacre d'Amritsar sur des centaines d'Indiens n'a pas été médiatisé. Mais aujourd'hui, il suffit d'une petite marche pour que cela puisse être médiatisé. Alors, le principe de la grève de la faim est caduc. Le principe de la grève de la faim est dans une seule désuétude dans le contexte où nous sommes. Dans des contextes anciens où il y avait des problèmes par rapport à la médiatisation des actions, par rapport à la légitimité même de ces actions, le système social, on pouvait en parler. Mais aujourd'hui, il ne suffit pas de grand chose pour amener l'opinion publique. Donc la grève de la faim ne peut pas primer dans le contexte où nous sommes. Je suis désolé. Également, il y a trois principes. La santé publique, l'ordre public, la violation de la vie privée de l'autre, qu'il faut respecter, même si on est dans la liberté d'expression. Alors, quand on fait une grève de la faim, la santé publique ou même l'ordre public n'est pas respecté. Pourquoi? Parce qu'une personne comme moi, qui travaille, qui rentre chez moi, qui regarde la télévision et qui voit une personne faire de la grève de la faim, cela peut m'empêcher de dormir la nuit. Cela peut me causer un traumatisme. Alors, également, par rapport au cadre spatio-temporel, on parle de la grève de la faim, mais allez en Somalie et faites là-bas une grève de la faim. Là-bas où la faim est une réalité de tous les jours. Alors que, bon, quand vous allez en Somalie et que vous faites une grève de la faim, alors que les gens qui crient de faim chaque jour, où est la pertinence? Alors qu'une liberté d'expression, il fait partie de ces paramètres qu'elle soit universelle. La liberté, la grève de la faim n'est pas universelle, chers camarades. Elle est dans l'altérité, dans la relativité. On peut faire une grève de la faim dans une société qu'elle peut réussir et dans une autre, elle peut ne pas réussir. Et même si on fait une grève de la faim et que les médias ne suivent pas, le gouvernement ne s'en saisira pas et il n'y aura pas de résultat. Je vous remercie. Liberté d'expression, et non pour faire le procès de la vie de Gandhi. Ce n'est pas ce qui nous a déplacés pour nous. S'agissant de ce que votre camarade a dit, s'il ne s'agissait que d'un suicide, s'il ne s'agissait que de mettre fin à sa vie, le gréviste n'aurait pas se priver de nourriture. Il aurait simplement à aller prendre un pistolet. Mais par exemple en Syrie, est-ce qu'il y a un intérêt à faire des manifestations en Syrie? Ce que vous dites est donc relatif. Ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Prenons le cas du Sénégal, prenons le cas des étudiants avec notre cher ministre Maritonien.
Toutes les actions que nous avons mises sur pied n'ont pas réussi, qu'elles soient pacifiques ou violentes. Le ministre ne se préoccupe même pas de ce que les étudiants disent. Maintenant, quel est l'intérêt de pouvoir organiser des marches, organiser toutes les formes de grève, toutes les formes d'expression que vous nous dites, s'ils ne vous écoutent pas? Ne pensez-vous pas que la grève de la faim puisse être un mode d'expression pouvant toucher l'État? Pas seulement le ministre, mais l'État lui-même, le président. La grève de la faim va se faire après de mûres réflexions. Les grévistes exhibent leur corps à la télévision et ils vont ainsi constituer un symbole et frapper l'imaginaire collectif. C'est ça le but de la grève de la faim. Frapper l'imaginaire collectif. Déclencher une compassion de la part des compatriotes. Faire réfléchir l'État, le faire reculer, le faire revoir ses positions, mais non le suicide. Pour parler de suicide, il faudrait que la personne reste assez longtemps sans assistance. Mais sachez que les grévistes de la faim, ils ont un suivi médical. Ils ont les médecins à leur chevet. Je vous remercie. Également, je dirais aux débatteurs de ne pas arrêter. Honorable assistant, cher public, j'aimerais juste rappeler à notre co-débatteur que c'est son ami qui a étalé la vie de Gandhi tout à l'heure ici, n'est pas nous. Nous n'avions fait que réagir. Ensuite, par rapport au suicide qu'il a essayé de structurer d'une autre manière, en tout cas, les responsables de suicide, prendre un pistolet, de mettre la pistolet à la tête et tirer, c'est la même chose aussi que rester sans manger. Parce que si on reste sans manger, on sait certainement qu'on peut. Donc c'est un suicide déguisé. Ensuite, une liberté, même si elle est violée, le fait qu'une liberté soit violée n'enlève en rien le fait que cela soit une liberté. Donc une liberté reste une liberté. Vous parlez de la grève de la faim comme étant un moyen de mettre la pression sur l'État. Et que voilà, c'est comme qui dirait une machine automatique qui te permet d'avoir gagné le pays. Mais rappelez-vous, tout près de chez nous, à l'UQAD, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, tout récemment, vous aviez des étudiants en géographie. Ils avaient commencé la grève de la faim pendant une semaine et puis ils avaient menacé des menaces d'immolation, etc. L'administration a été intransigeante dans sa position en disant que non, nous n'allons pas céder. Vous faites ce que vous voulez, on ne vous accorde pas des deuxième session, des périodes de repêchage. Cela montre combien cette stratégie a été conçue par les autorités comme étant un moyen de pression qui est malhonnête, parce qu'on sait que si on fait une grève de la faim, l'État va venir à notre secours parce qu'il a l'obligation encore une fois de nous respecter et de nous protéger. Donc, je vais aborder aussi un point important pour montrer toujours que la grève de la faim n'est pas une liberté d'expression. Parce que si vous voyez qu'avec la grève de la faim, il y a une très grande contradiction d'ailleurs. Parce qu'on parle de grève de la faim alors qu'on n'a pas cessé d'avoir faim. Normalement, si on fait une grève de la
l'exemple du grève du zèle. Vous connaissez la grève du zèle, vous en avez entendu parler. C'est beaucoup plus développé en Chine. C'est pourquoi ils sont producteurs. Quand ils font de la grève, c'est une forme de pression sur l'autorité. Ils utilisent cette forme de pression lors de conflit avec leur employeur et cela consiste en réalité à appliquer à la règle tous les éléments, toutes les lois, toutes les directives qui ont été arrêtées pour protester et revendiquer. Y a-t-il de plus joli, de quelque chose de plus belle que cette forme de revendication? Ils ne se tuent pas, ils ne demandent pas à des gens de se tuer, mais ils prennent la responsabilité d'appliquer une formule qui leur est certaine, va leur permettre d'avoir bien de cause. Donc, si nous prenons toutes ces considérations-là que nous venons de dégager, ajoutées à l'inconvénient que nous venons de montrer par rapport à la grève de la faim, qui n'est pas grève de la faim, des personnes sous faim et autres, on va dire tout simplement sur quoi vous, les collègues, vous basez-vous toujours à défendre que la grève de la faim est une liberté d'expression. Je veux que vous me répondiez tout ça. Merci pour votre temps. Conclusion, ultime parole. Chers assistants, nos co-débatteurs nous ont demandé de démontrer que la grève de la faim est une liberté d'expression. Mais depuis le début de ce débat, on a démontré que la liberté d'expression, la grève de la faim est une liberté d'expression. Donc pourquoi il essaie de me le demander encore? Johanna Siméa. On va citer Johanna Siméa. Je vais être juste après les mots. Qui est Johanna Siméa? C'est un agrégé en sciences politiques à l'université de Paris. C'est l'un des plus grands experts en sciences politiques et il a écrit sur la grève de la faim. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que 70 à 80% des personnes qui ont fait la grève de la faim avaient la possibilité de pratiquer une autre forme de manifestation. Mais ces gens-là qui ont la possibilité de pratiquer une autre forme de manifestation et qui ne le font pas, pourquoi cela? Parce qu'ils savent que s'ils pratiquent ces autres formes, ils n'auront pas gain de cause. C'est pour cela. Et quand j'entends des personnes me dire que la grève de la faim, c'est un suicide, un suicide altruiste. Ça signifie on se suicide pour le peuple et non pour soi. On donne sa vie pour le peuple. Si on se réfère aux paroles d'Émile Durkheim, qui disait, comme l'a dit ma coéquipière, elle a dit que Émile Durkheim disait que si un peuple souverain se permet de déclarer la guerre à un autre parce que son peuple est agressé et qu'il se rend responsable d'homicides, de nombreuses homicides, alors quelqu'un qui utilise son corps pour démontrer et pour aider son peuple à s'en sortir, est-ce que cela n'est pas plus moral que le fait qu'un État entier, comme l'Israël par exemple, déclare la guerre à la Palestine et se rende coupable d'homicides nombreuses? Une vie pour tout le peuple vaut mieux 10 000 vies pour 1 million de morts pour un seul peuple. Prenons par exemple aussi la théorie de la non-violence. La grève de la faim est une forme de protestation non-violente. La marche que l'on sait, depuis ce débat, on essaie de démontrer que c'est l'expression mère. C'est la meilleure des formes d'expression. Non. À chaque fois, il y a des marches pacifiques et on voit que dans différents pays du monde, il y a des morts, on tue des personnes. Pourtant, ils ne veulent faire qu'une marche pacifique. Pourquoi doit-on dire que la grève de la faim, qui au plus ne peut avoir de conséquences que sur celui qui le pratique, n'est pas plus morale qu'une marche? Mais je dirais, et je vais terminer en disant qu'aujourd'hui, tout au long de ce débat, on a su et on a montré, que ce soit juridiquement, politiquement, que la grève de la faim est bel et bien une liberté d'expression et une liberté d'expression non violente qui ne cause tort à aucune personne, au plus à part que celui qui le fait. Merci.
suicide. La définition du suicide, c'est quoi? C'est qu'on est volontairement pas assassiné par quelques moyens de soi. Alors, que ce soit en buvant du cyanure, doucement, ou avec un pistolet, c'est ça le principe. Là, ils ont utilisé les mots compassion, etc., thérapie, et je crois que c'est quelque chose qui est légitime. On n'a pas besoin de le remercier. Quand le journaliste se fait cabater parce qu'il a dit quelque chose, toute la communauté internationale dit parce que la liberté d'expression à travers la presse, c'est quelque chose de légitime, de légal, quelque chose qu'on doit protéger. Mais la grève de la faim, ça ne fait même pas dans ce cadre-là. Je suis désolée. Quand des gens disent que c'est parce qu'ils savent qu'ils n'obtiendront pas gain de cause, qu'ils ne recourent pas aux autres formes de protestation. Qu'est-ce qu'ils ont ça? Ils n'ont qu'à essayer d'abord. Ensuite, la grève de la faim n'a de conséquences que sur la personne qui la pratique. C'est faux. On fait tous partie au moins d'une famille. Même si on a une seule maman qui est encore dans ce moment-là, quand on va mourir, si jamais notre grève de la faim nous pousse à se débuter, ça affectera au moins ces membres de famille. Alors je suis désolée, la grève de la faim n'engage pas le soir. Je vais maintenant venir à notre conclusion. Le droit international stipule que la liberté d'expression est la règle. Hein? C'est ça qui doit avoir lieu. Cependant, il y a des restrictions. Lorsque cette liberté d'expression entrave soit la vie privée d'autrui, soit l'ordre public, soit la santé publique. Nos camarades de l'UFR Agronomie, aujourd'hui, défendent l'opinion selon laquelle la grève de la faim est une liberté d'expression. Nous, à l'UFR CRAP, même si on n'est pas d'accord, la seule chose qu'on peut faire en ce moment, c'est essayer de les convaincre à force d'arguments. Mais on ne peut en aucun cas les obliger à adhérer à notre idée. Vous savez pourquoi? Au nom de la liberté d'expression. Cependant, si aujourd'hui, nos mêmes camarades... Si aujourd'hui, nos mêmes camarades de l'UFR Agronomie se mettaient à faire la grève de la faim pour quelque raison que ce soit, et que leurs camarades de chambre respectifs les regardaient là sur leur lit, mourir tout doucement à petit feu, au nom de la liberté d'expression. Ces derniers pourraient être un jour ou l'autre poursuivis pour non-assistance à personne en danger par l'État du Sénégal. Et vous savez pourquoi? Parce que l'État a l'obligation, c'est-à-dire c'est un des premiers devoirs de l'État, de protéger ses citoyens, de protéger leur vie et leur intégrité, et cela même malgré eux. Si on peut, aujourd'hui, la co-débattrice tout à l'heure disait, parler d'un article en disant, en posant une question, se donner la mort pour une cause, est-ce un suicide? Un suicide reste un suicide, qu'il soit altruiste, non, quelles que soient les motivations. Un suicide reste un suicide. Et un suicide, c'est quoi? C'est un acte d'abandon. C'est-à-dire qu'on devient fataliste. On se dit qu'on ne peut plus rien faire alors qu'on se laisse mourir. Je suis désolée, mais ça, c'est pas quelque chose qui va permettre aux gens d'avancer. Quand on a une cause et qu'on veut la voir, on veut atteindre gain de cause, on se bat pour, on ne laisse pas tomber, on n'abandonne pas, on ne se laisse pas mourir. Si on accepte aujourd'hui que la grève de la faim est une liberté, alors... Vous avez commencé à faire une concertation. Ah, si. Non, une concertation. C'est